Bonjour chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée à la deuxième partie du cours Infrastructure, supervision et sécurité. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'étude des moyens pour la supervision. Et qu'est-ce qu'on va voir à l'intérieur? On va étudier les grands principes, on va présenter les grands principes de la supervision. On va présenter les méthodes de la supervision et enfin, on va présenter la supervision comme un outil d'aide à la décision pour les DSI. Alors, le principe de supervision repose sur la manière dont les informations sont échangées entre les éléments supervisés et le superviseur et le serveur de supervision. Et donc, en matière de supervision, il existe deux règles d'or. Déjà, la supervision doit être moins intrusive que possible et plus indépendant. Et indépendant de quoi? Des éléments à superviser. Ceci dans le but de faire quoi? De faire en sorte que les éléments à superviser ne soient pas biaisés. De biaiser ici, il s'agit de s'entremêler, de se confondre. Alors, donc, pour ce cas, vous allez vous rendre compte que il est extrêmement conseillé de ne jamais superviser, c'est-à-dire de ne jamais installer une solution de supervision sur un serveur virtuel où le serveur lui-même est supervisé. C'est-à-dire vous avez une infrastructure virtualisée où vous avez les éléments à superviser dessus. C'est-à-dire vous êtes en train de faire la virtualisation, la supervision d'une infrastructure virtualisée. Et tous ces éléments sont installés à l'intérieur du serveur de virtualisation. Et en même temps, vous vous retrouvez à installer une solution de supervision sur le serveur pour pouvoir superviser les éléments virtuels qui sont dans votre infrastructure virtualisée. Ce sont des pratiques qui ne sont pas rentables. Vous n'aurez pas de meilleurs résultats, vous n'aurez pas des meilleures capacités. Et donc, vous n'allez même pas savoir de quoi vous êtes en train de superviser. Ce sont des pratiques qu'il ne faut même pas, qu'il faut proscrire. Et donc, les solutions de supervision comme CentOS respectent ce principe. Et les protocoles et ce logiciel de supervision qui est CentOS s'appuie sur le protocole de supervision par référence qui est SNMP, Simple Network Management Protocol, qui est largement un protocole disponible en mode standard, c'est-à-dire qui est adaptable à plusieurs ressources, à la majorité des ressources d'une infrastructure informatique. Donc ainsi, voilà donc un peu ce qu'on les grands principes de la supervision, c'est-à-dire éviter de biaiser les éléments à superviser, c'est-à-dire de biaiser les éléments à superviser, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous devez également faire en sorte que la supervision soit moins intrusive que possible et plus indépendant. Et j'ai pris le cas d'une infrastructure, lorsqu'on parle de l'indépendance, j'ai pris le cas d'une infrastructure virtualisée où toutes les ressources virtualisées, tous les éléments de l'infrastructure à virtualiser sont sur le serveur. Et en même temps, vous installez la solution de supervision sur le serveur pour pouvoir superviser ces éléments. Là, c'est biaiser la première règle d'or de la supervision qui s'accentue sur l'indépendance, c'est-à-dire qui met l'accent beaucoup plus sur l'indépendance. Donc, en ce qui concerne les méthodes de supervision, il existe deux grandes méthodes de supervision. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le principe de supervision repose sur la manière dont les informations sont échangées.
Et donc, à l'intérieur, on va vous parler des méthodes de supervision. Et les méthodes de supervision les plus utilisées sont les méthodes actives et les méthodes passives. Ce sont les deux méthodes qui existent. Ce ne sont pas pour dire que c'est les plus utilisées. Ce sont les deux méthodes qui existent. C'est quoi une méthode active? C'est quoi une méthode passive? Vous allez voir qu'une méthode active est la plus classique. Elle consiste à envoyer des requêtes d'interrogation et de mesurer, autant pour moi, la plateforme de supervision dans le but de faire quoi? D'avoir des informations sur les éléments sur les éléments constitutifs de l'infrastructure pour avoir leur état de fonctionnement et pouvoir être à mesure d'anticiper sur des pannes ou sur des incidents qui pourront entraîner, qui pourront ralentir l'exploitation des activités de l'entreprise. Donc, comme on a dit, cette méthode est composée de 3 étapes. La première étape, le serveur envoie une requête vers la ressource supervisée. La deuxième étape, la ressource répond à la requête du serveur. Et la troisième étape, le serveur analyse l'information et détermine un état pour la ressource. Je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, le serveur consiste à envoyer les interrogations et mesurer l'état des équipements ou des éléments constitutifs de l'infrastructure pour pouvoir anticiper sur les éventuels incidents. Donc voilà les 3 étapes. Vous avez le serveur qui envoie une requête vers la ressource supervisée et vous avez la ressource qui répond à la requête du serveur et le serveur lui-même prend les informations, analyse et détermine l'état de la ressource. Et donc voilà ça qui se matérialise par ce schéma. Vous avez là le serveur de supervision, vous avez ici les ressources supervisées, le serveur envoie la requête au niveau de la ressource répond et le serveur récupère les informations, analyse son contenu pour déterminer l'état de la ressource supervisée. Donc c'est une méthode la plus utilisée parce qu'elle elle a les avantages d'être fiable. Dit que les vérifications se font de manière régulière et grâce à la méthode de questionnement, à des questions-réponses. Donc la supervision active repose sur 2 protocoles, notamment le protocole SNMP qui est le standard. C'est-à-dire, vous allez le trouver il est adaptatif sur plusieurs matériels. Il est adaptable, autant pour moi, sur plusieurs matériels. Il fonctionne sur plusieurs systèmes d'exploitation, notamment Windows, notamment Linux, notamment le Mac. Le deuxième protocole qui est le protocole propriétaire, c'est le protocole WMI, Windows Management Instrumentation, qui est un standard de supervision pour les systèmes Windows. Donc ces 2 protocoles sont à privilégier car ils sont non intrusifs. Ça veut dire quoi non intrusif? Ça veut dire que les agents sont natifs au système supervisé. Par contre, pour les systèmes fermés ou très isolés, la communauté Nagios propose le protocole comme NRPE, le Nagios Remote Plug-in Executor, qui demande l'installation d'un agent spécifique sur les systèmes supervisés. Et donc, il est compatible avec CentOS. Centrion. Certains protocoles d'administration peuvent être également utilisés pour la supervision. Vous allez avoir les protocoles comme IPMI, qui est Intelligent Platform Management Interface, pour la supervision des composants matériels. Et vous avez également le Java, le JMX, Java Management Extension, pour les applications Java, pour la supervision des applications Java. Je vous ai dit tout à l'heure en entrée de jeu qu'on ne supervise pas uniquement le matériel, mais on peut également superviser
les applications, on peut superviser les engagements des niveaux de service, on peut superviser les protocoles et processus informatisés. Et pour aider la supervision d'être efficient, les administrateurs réseau et systèmes utilisent certains protocoles, notamment le protocole SSH et le protocole Telnet, pour faire de l'assistance à distance, c'est-à-dire pour prendre le contrôle de certains équipements à distance afin de comprendre leur état de fonctionnement. D'autres sont les protocoles d'appui à la supervision qu'utilisent les administrateurs réseau pour pouvoir proposer une infrastructure performante. Donc, il est également à noter qu'il existe des solutions de supervision propriétaires qui sont développées par certaines entreprises pour pouvoir en fait gérer, contrôler leur infrastructure. Donc, l'autre méthode de supervision est la supervision passive. La supervision passive donc est du point de vue du serveur. Parce que lorsqu'on parle de supervision, je vous ai dit que des principes de supervision, des méthodes de supervision, je vous ai dit qu'il s'agissait de regarder la manière dont les informations sont échangées dans l'infrastructure. Les informations, quelles informations? Les informations de supervision. Il faut bien comprendre les informations de supervision. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence entre la supervision active et la supervision passive? La supervision active, je vous ai dit, c'est un échange à trois. Le serveur s'inquiète, c'est comme si le serveur s'inquiétait de l'état des éléments constitutifs de l'infrastructure. Et donc, le serveur prend la responsabilité de, à chaque fois, envoyer les interrogations au niveau des éléments pour pouvoir collecter les informations du fonctionnement. Et dès lors que les informations arrivent au niveau du serveur, le serveur analyse pour voir si un élément constitutif de l'infrastructure présente des problèmes ou bien des états un peu, des états douteux. Voilà. Et donc, en ayant ces informations, rapidement, l'administrateur réseau peut activer ou bien peut déclencher une tâche, un ticket consistant à résoudre un problème qui a été détecté pendant les échanges d'informations, dans cet échange d'informations. Or, la supervision passive, quant à elle, la solution, le serveur n'interroge pas les ressources pour connaître leur état de fonctionnement. C'est plutôt la ressource qui analyse son état et transmet les informations collectées au niveau du serveur de manière autonome. Et donc, comme je vous disais, ce sont les ressources supervisées qui transmettent des alertes au serveur de supervision. Et c'est là la ressource supervisée vérifie son état et transmet de manière autonome le résultat au serveur de supervision. Également, le serveur de supervision reçoit l'alerte et la traite. Elle traite cette alerte comment? En signalant peut-être par un SMS, par un mail, bref, en signalant qu'il y a une ressource dans le réseau qui a un problème de fonctionnement. Et donc, ça se manifeste comme ceci. Vous avez là la ressource qui analyse son état de fonctionnement et transmet l'alerte au niveau du serveur.
Le serveur donc reçoit l'alerte, traite l'alerte selon la procédure qui a été implémentée dans le serveur de supervision en cas de problème sur un élément à superviser. Donc l'échange est unidirectionnel et non bidirectionnel comme dans la supervision active. La méthode active présente plusieurs intérêts. D'abord, elle est moins consommatrice de ressources du point de vue serveur et de supervision et réseau. Vous voyez que lorsque l'échange est unidirectionnel, le réseau n'est pas saturé. La bande passante n'est pas assez consommée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'elle est utile dans le cas où l'accès aux ressources sont pratiquement impossibles. J'ai bien dit pratiquement impossibles. Notamment dans les ressources qui sont dans la DMZ. Si vous avez les ressources dans la DMZ que vous voulez superviser, ça ne sert à rien de faire une supervision active. Ça ne sert à rien de donner les chances aux hackers de pouvoir s'introduire dans le réseau. C'est tout à fait c'est recommandé de procéder à une supervision active, passive, parce que la ressource qui est dans la DMZ va analyser son état et envoyer les informations au niveau du serveur de supervision. Et le serveur de supervision va recevoir l'alerte, traiter cette alerte-là. Au lieu de procéder à un échange à 2. La troisième chose, c'est que les méthodes de supervision ne souffrent pas de la latence due aux vérifications périodiques. Vous voyez que le fait que le serveur de supervision dans la méthode active envoie les requêtes à chaque temps au niveau des ressources pour pouvoir collecter leur état de fonctionnement, ça génère ce qu'on appelle l'état de latence. Donc c'est une perte de temps. Et donc la méthode de supervision passive c'est-à-dire ça réduit le temps de latence parce que ça donne la latitude à l'élément à superviser de s'auto-analyser avant de procéder à une alerte. Donc, voilà les principaux intérêts qu'on peut retrouver dans les méthodes passives. Par contre, il y a un désavantage sur la supervision passive, c'est que rien ne garantit que la ressource supervisée est dans un état correct si aucune alerte n'est reçue. C'est-à-dire que vous avez un équipement dans le réseau qui n'envoie jamais les alertes au niveau du serveur. Rien ne doit dire que cet équipement-là a des problèmes. Vous voyez, donc à chaque fois, le serveur de supervision va toujours se dire que bon, comme je ne reçois pas d'alerte de cet équipement est en bonne santé. Pourtant, l'équipement peut présenter des anomalies. On va voir des cas, on va simuler des cas dans le TP. Donc, à cause de ce fonctionnement, à cause de ce point noir, la méthode de supervision passive est une méthode qui est considérée comme non fiable. Par rapport à la méthode de supervision active qui à chaque fois interroge les ressources pour collecter les informations. Cette solution de supervision est beaucoup plus utilisée cette méthode de supervision est beaucoup plus utilisée comme des compléments, c'est-à-dire comme des éléments qui viennent appuyer la supervision active. La supervision peut être ou bien est considérée comme un outil d'aide à la décision pour la direction des systèmes d'information. Pourquoi est-ce que c'est considéré comme un outil d'aide à la décision? Tout simplement parce que les données recueillies par
la supervision permettent de mesurer le niveau d'exploitation du système d'information. Et donc, avec ces informations, on peut déjà savoir si les activités de les activités business, les business sont en train d'être bien exécutées. Et parce que les informations, ces informations sont recueillies, on peut dire, grâce à ces informations recueillies, on peut dire le système d'exploitation, l'infrastructure informatique n'est pas performant, l'infrastructure informatique est performante. Si l'infrastructure informatique n'est pas performante, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait une proactivité, on fait ce qu'on appelle une amélioration continue. Grâce au système, vous allez voir que également grâce au système de vérification des unités de stockage, on peut décider, on peut dire que d'ici la fin d'année, bien d'ici 2010, bien d'ici 2022, le système de stockage sera déjà à la saturation. Et donc, ça permet à la DSI de prévoir des solutions pour augmenter la capacité de stockage des données dans l'infrastructure. On va également superviser, on va dire que la consommation électrique dans un data center est élevée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Plus à cause de quoi? Peut-être à cause de la présence de plusieurs serveurs et plusieurs climatiseurs. Ça permet à la DSI de dire que bon, nous allons procéder ou bien nous allons passer à une solution de virtualisation dans le but de limiter la consommation électrique. Donc la supervision, c'est un puissant outil d'aide à la décision. Vous avez également le niveau de disponibilité d'une application sur une période donnée. On peut à un moment donné dire que bon, cette application qui fonctionne aujourd'hui, d'ici la fin d'année, la base de données sera saturée, les requêtes seront importantes. Je prends le cas par exemple d'une application de e-commerce où vous développez en prenant compte peut-être de 1000 utilisateurs. Mais vous vous rendez compte que votre application est tellement sollicitée que vous prévoyez, grâce aux informations que vous avez recueillies, vous vous rendez compte que si vous ne faites rien, si vous ne faites pas la mise à niveau ou bien la mise à jour de votre application, d'ici la fin d'année, l'application va ramer. Donc voilà un peu quelques exemples que je peux vous donner en matière d'information qui qualifie la supervision comme étant un outil d'aide à la décision. Donc, comme je disais, les données que nous récoltons seront rédigées, seront stockées dans des rapports et être exploitées, peut-être pour justifier la disponibilité d'une application sur une période donnée, peut-être pour justifier les causes récurrentes des pannes. On peut dire que c'est parce que Eneo coupe énormément de l'énergie que nous sollicitons la présence d'un groupe électrogène ou bien d'un onduleur de telle puissance. Également, ces données-là qui seront stockées dans ce rapport seront exploitées pour faire de la gestion de la capacité, ce qu'on appelle le capacity management. Et quand on parle de capacity management, il s'agit ici de la capacité, il s'agit ici de la quantité du matériel qu'on peut avoir en stock pour pouvoir assurer la continuité des activités de l'entreprise, ou bien pour pouvoir faire en sorte que l'infrastructure soit à la performance.
Également, lorsqu'on parle de capacity, il s'agit ici également de la justification de des achats supplémentaires. Et également, ces données qui seront agrégées dans les rapports seront exploitées pour être en capacité de mesurer le niveau de performance des équipes techniques. On va dire par exemple les informaticiens de la direction commerciale sont moins compétents. Il faut recruter peut-être un administrateur réseau pour la direction des affaires générales. Il faut. Donc, ça va faire en sorte qu'on puisse mesurer la performance des équipes techniques. Donc, voilà ce que nous devions voir en ce qui concerne les moyens de supervision. Je vous remercie pour votre présentation et à très bientôt pour les prochaines vidéos.